La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations, la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui le dites sans cesse et cela nous honore. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition d'Appel sur le continent. L'émission des téléspectateurs, la palabre intellectuelle. Avec vous, téléspectateurs, nous échangerons sur la thématique du jour, à savoir l'Union européenne qui sanctionne le groupe Wagner. Quel impact cela pourrait avoir sur la lutte contre le terrorisme international? Et pour en parler ce jour, notre géopoliticien attitré Luc Michel en duplex de Bruxelles. Bonjour, bonsoir Luc Michel. Bonsoir Bachir et bonsoir à nos téléspectateurs. Il faut tout d'abord dire quelque chose, c'est que nous sommes devant des sanctions qui sont des sanctions médiatiques. C'est-à-dire qu'on a sanctionné des sociétés russes, on a sanctionné des combattants russes principalement installés en Centrafrique. Tous ces gens, évidemment, n'ont pas de compte bancaire, ne voyagent pas dans l'Union européenne, n'y détiennent pas des avoirs. Ces sanctions vont être donc sans résultat. Elles sont là simplement pour justifier une guerre médiatique. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en prétendant sanctionner le groupe Wagner, l'Union européenne a démontré qu'il n'existait pas. Vous savez que le groupe Wagner, c'est une construction médiatique, un fantôme qui a été inventé dans un livre sorti aux États-Unis en 2020. Le livre s'appelle De Compagnie Yuki, les opérations d'influence de génie en Afrique, Prigozhin, qui est un ami de Vladimir Poutine. Je connais bien ce livre, puisqu'un chapitre m'y est consacré et que je suis présenté en compagnie d'Afrique Média comme l'un des principaux propagandistes de ce groupe Wagner. Que dit-on de ce groupe Wagner? Que c'est un conglomérat représenté de groupes paramilitaires, de firmes commerciales et de ce qu'ils appellent des agents d'influence, c'est-à-dire qui mènent la guerre médiatique. Mais en réalité, regardez bien les reportages de France 24 par exemple ou de RFI, ils sont incapables de présenter une photo ou un document sur ce groupe Wagner. Pour le sanctionner, ils ont été obligés de faire appel à 3 trains de sanctions différentes. Les sanctions sur l'Ukraine depuis 2014, les sanctions sur la Syrie depuis 2015, les sanctions sur l'Afrique et la France-Afrique depuis 2018. Plus grave encore, évidemment, c'est que il démontre que le groupe Wagner n'existe pas parce que, loin de sanctionner une entité qui s'appellerait le groupe Wagner, il sanctionne 8 combattants, 8 conseillers russes paramilitaires, dont Dimitri Oudkine. Qui est Dimitri Oudkine? C'est la principale figure en Centrafrique des paramilitaires. Et on sait qu'en Centrafrique, il n'y a pas de groupe Wagner, mais une société qui s'appelle Sewa Security. Je l'ai rencontré en novembre 2019 lorsque j'ai fait mon film sur Touadéra. Ils assuraient déjà la sécurité rapprochée du président Touadéra. Ils ont ensuite sanctionné 3 sociétés appartenant à Prigozhin. Prigozhin, c'est un milliardaire russe ami de Poutine, dont on a fait une espèce de démon. Dans des articles tirés du livre dont je vous parlais, on dit que Prigozhin est un ancien gangster, que Vladimir Poutine lui-même a travaillé avec la mafia, et que moi, personnellement, je serais un méchant sorti des films de James Bond. Ça vous donne le niveau. Voilà donc des sanctions contre le soi-disant groupe Wagner. Elle ne sanctionne à aucun moment une entité qui s'appellerait le groupe Wagner. Et j'en viendrai plus avant dans votre émission, mais nous disposons de documents du Pentagone, le ministère de la Défense américain, qui démontrent toute la campagne de propagande des réseaux américains et des réseaux du Quai d'Orsay. Qui nous permet d'accueillir sur le plateau le pasteur Paul Pondy qui est avec nous ce soir. Bonsoir pasteur Pondy. Bonsoir mon cher Bachir Ladon. Les retrouvailles sont une très bonne chose. Tout à fait. Je pense toujours à toi tout le temps, même dans mes prières. C'est une preuve que nous pouvons mieux s'entendre en tant qu'Africains. Toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien. Et normalement, le problème ne devrait vraiment pas se poser. Ah, oui. C'est un exemple pour le continent. Vous voyez comment je suis avec mon frère. Là, voilà un imam, voici un pasteur. Mais nous sommes ensemble tout le temps. Vraiment, c'est un très bon signe. Je salue donc tous les panafricanistes. Je salue tous les Africains
qui recherchent la libération du continent, qui recherchent véritablement la paix. Et je salue les Camerounais, je salue mes amis à Garigombo qui m'ont appelé ces derniers temps, les autorités, le sous-préfet là-bas, je salue tout le monde à Garigombo et je salue également les gens de mon village à Ngogmapoubi. Allez, merci d'être là. Alors, oui, merci. Alors on reviendra vers la fin de l'émission sur ce magnifique ouvrage que vous avez consacré sur Cheikh Anta Diop. Tout à fait. En attendant, étant donné que Luc Michel a lancé les jeux de l'émission, on ne va pas quitter le train. Alors, l'Union européenne qui sanctionne le groupe Wagner, même si Luc Michel nous a bien rappelé que ce n'est qu'une invention de l'Occident, ce groupe Wagner, mais il s'agit en réalité des paramilitaires russes qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui, et principalement en Afrique, dans le Sahel et en RCA. Ils apportent leur aide sur le plan sécuritaire et ils assurent la sécurité, pourquoi pas, d'un certain nombre de leaders. Luc Michel citait le président Touadéra de la République centrafricaine. Mais aujourd'hui, ces sanctions contre ces groupes, et notamment la Russie, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ça inspire beaucoup de choses, monsieur Bachir Lada, mon frère. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes face à l'impérialisme qui ne baisse pas la garde. Mais je dois dire aux impérialistes une chose, le créateur incréé sait tout, il peut tout et il a tout. Et donc qui fasse attention. Ici, nous sommes donc face à une situation où ces impérialistes sont au parfum que ces pays, c'est-à-dire le Mali, la Centrafrique, regorgent d'énormes richesses. Oui, c'est de ça qu'il est question, d'énormes richesses. Voyez-vous, un peu en 1959, l'exemple que ce grand Africain a découvert, autant pour moi, Cheikh Anta Diop, il a découvert que 3 pays africains, c'est-à-dire la Guinée, la Sierra Leone et puis le Libéria, regorgeaient en eux tout seuls 25 milliards de kilowatts de réserves en matière d'énergie hydraulique. Hydraulique. C'est-à-dire que 25 milliards. C'est en 59 qu'il fait cette découverte. Vous voyez que ces derniers temps, nous avons vu une vidéo où le Mali, non, autant pour moi, oui, le Mali, l'Algérie et puis le Niger, à eux tout seuls, défient les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire ces 3 pays réunis, et c'est eux-mêmes, les impérialistes, c'est des gens qui sont toujours, certains sont dépassés de la négation de leur comportement et veulent aider les Africains. Cette vidéo est commise par une jeune française. Elle nous démontre à suffire que les 3 pays que je viens de citer, l'Algérie, le Mali et le Niger, dépassent dans leur sous-sol les États-Unis en termes de richesse. Ici, nous sommes donc face à une situation où ce groupe est venu découvrir que trop c'est trop, comme tu venais de dire à l'entame de l'émission, la récréation est terminée. Il faudrait faire quelque chose pour aider ces Africains. Le groupe Wagner fait quoi en Afrique? Non, c'est tout simplement aider pour que la Centrafrique ne sombre plus dans un chaos, comme ça a toujours été le cas par le passé, où les Français violent, en Mondovision, nous avons les vidéos ici, violent les petits-enfants en leur donnant des biscuits, et retirent dans tout le sous-sol toutes les richesses gardées, l'or et tout, et font semblant d'aider la Centrafrique pour quelque chose. Quand les Russes viennent donc au secours de la Centrafrique, au secours du Mali, le Mali c'est le même scandale, les richesses du sous-sol, même je sais pas, même à l'heure actuelle, on ne peut même pas les quantifier, on ne peut pas. Donc, voilà ce qui nous attire, tout genre de problèmes. Mais Mohamed Bachir Lada, mon frère, j'ai dit quelque chose à l'entame de cette émission. Il faudrait que les Africains cessent d'être des sous-pots de ces impérialistes. Parce que vous allez voir que le combat qui est mené, le combat est loyal. Les Russes viennent au secours de la Centrafrique, du Mali. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a des infiltrés
les Africains, ou bien les blancs africains avec la peau noire, qui servent d'infiltrés, qui donnent des renseignements encore aux impérialistes pour combattre leur continent. Ouais. C'est la triste question qui n'a pas de réponse quand on peut se la poser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse réellement comment les Africains au XXIe siècle se comportent encore comme ça. Parce que quand vous entendez des sanctions et tout ça, faire des menaces inutiles, je leur dis, Dieu sait tout, il peut tout et il a tout. Faites très attention. Que vous soyez, je ne sais pas, la communauté autoproclamée, maître du monde, vraiment faites très attention. Ne déniez plus l'existence des autres peuples. Oui, mais c'est de ça qu'il est question. Très bien, Pasteur Pondy. Et voilà qui nous reconduit vers Luc Michel. Luc, alors, si tant est-il que le groupe Wagner n'existe pas ou ce n'est que le fruit de l'imagination de l'Occident, mais comment donc sanctionner quelque chose qui n'existe pas, Luc? Tout simplement, je voulais expliquer, on a employé 3 trains de sanctions qui ne concernent aucunement le groupe Wagner, c'est-à-dire les firmes paramilitaires en Ukraine, dans le Donbass, en Syrie et en Afrique, et on a pris 3 sociétés commerciales de Génie Prigozhin et 8 individus appartenant justement aux firmes paramilitaires en Centrafrique. Aucun de ces gens, on ne sait établir de lien, aucune de ces sociétés avec le groupe Wagner. Il faut comprendre ce qu'est la propagande occidentale sur le groupe Wagner. On nous a créé une espèce de pieuvre qui recouvre le monde entier, l'Ukraine, la Syrie, le Proche-Orient et l'Afrique. Et deuxièmement, on a dit que ces gens étaient sous le contrôle de Moscou, qui, je le rappelle, ça a été la dénonciation de Mme Barléou-Le Drian, sont largement stipendiés par Moscou. C'est-à-dire que des gens comme Afrique Media et moi-même, nous serions payés pour faire la propagande russe en Afrique. Mais le problème de ces gens, c'est qu'à côté de ce livre, il y a un rapport du Pentagone qui est censé l'avoir inspiré. Il a été financé par le ministère de la Défense américain et le service secret de la marine américaine, le Naval Intelligence Service. Que dit ce rapport? Ce rapport, il est consacré à l'étude de ce qu'ils appellent les agents d'influence indépendants, c'est-à-dire ceux qui agissent dans la média, et les agents géopolitiques, c'est-à-dire les gens comme moi. Qu'explique le rapport? C'est que, je le cite, nous ne ménageons ni notre argent ni notre travail pour faire avancer le rayonnement international de la cause que nous défendons. Ils ajoutent que nous sommes au milieu de la diplomatie grise, nous disons en Europe diplomatie parallèle de la Russie dans le monde, que nous agissons de manière indépendante de notre initiative, mais que c'est tout bénéfice pour la Russie. Si nous gagnons, eh bien la Russie avance ses pions, mais si nous sommes perdants, elle nie tout rapport. Voilà donc ce rapport du Pentagone qui dénie justement ces réseaux stipendiés de la Russie. Voilà la vérité. Derrière tout cela, il y a ce qu'on appelle la guerre hybride des Russes et des Iraniens, qui est la nouvelle forme moderne de la guerre au XXIe siècle et qui s'oppose à la guerre classique qui est menée par les Français, les Américains et l'OTAN, qui est une guerre d'État contre État, d'armée étatique contre étatique, mais la guerre hybride, c'est le développement d'agents indépendants, les paramilitaires russes. Il y a 11 firmes qui existent, mais pas le groupe Wagner, les agents d'influence dans le gouvernement des médias, etc. Et du côté des Iraniens, les groupes paramilitaires comme le Hezbollah et ses équivalents dans 6 pays africains et aussi au Venezuela. C'est cela qu'il faut retenir. Maintenant, il faut comprendre quelque chose parce que c'est ça la question. Pourquoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'est un géant économique. Si vous mettez ensemble les économies des 27 pays de l'Union européenne qui sont unis dans un cadre financier économique, c'est la première puissance économique mondiale. On ne parle plus de la Chine et des États-Unis. Rien que l'Allemagne toute seule, c'est la 4e puissance économique mondiale. Mais l'Union européenne, c'est un nain géopolitique. Lors du traité de Maastricht dans les années 90 qu'il a constitué,
elle a soumis sa défense à l'OTAN. Le traité de Maastricht dit officiellement que c'est l'OTAN qui défend l'Union européenne. À partir de ce moment-là, l'Union européenne n'est plus que le bras politique de l'OTAN et le vassal des États-Unis. Il est dirigé par des politiciens atlantistes qui font la politique américaine dans le monde. Le grand géopoliticien autrichien, le général Jordi Sonnenhausen, il avait fait un livre là-dessus. Il expliquait que la politique des politiciens atlantistes, c'était une trahison fondamentale des intérêts de leur peuple. Il faut comprendre que tout le monde n'est pas d'accord avec ces politiciens. Il y a des diplomates, il y a des militaires, il y a surtout des hommes d'affaires qui, eux, veulent s'entendre avec la Russie. Parce que la Russie, c'est le complément économique de l'Europe. La Russie et l'Union européenne, si elles s'unissent, elles deviennent la superpuissance mondiale et les Américains redeviennent une puissance régionale. Depuis 2006, nous savons tous que depuis que l'Union européenne a adopté ce traité, a rejeté les référendums en France des gens qui n'en voulaient pas, qu'est-ce que c'est l'Union européenne? C'est un projet géopolitique mordé. Plus personne n'y croit et ce projet ne réussira pas. Mais précisément à Moscou, on a levé un autre modèle alternatif qui est le concurrent idéologique de Bruxelles. C'est l'Europe de Moscou. On l'appelle la grande Europe de Vladivostok en Sibérie, à Lisbonne au Portugal. C'est une Europe puissance. Elle est née non pas à Moscou mais à Bruxelles dans les années 1980 avec le grand géopoliticien belge Jean Thiriard que la presse belge appelle le Belge préféré de Poutine et moi-même qui à l'époque était son collaborateur. C'est un projet évidemment qui s'oppose à l'OTAN, à l'Union européenne et à la présence américaine en Europe. Voilà pourquoi l'Union européenne aujourd'hui intervient. Ils ont peur de voir les Russes s'implanter dans toute l'Afrique. Il y a eu le succès, évidemment, de la Centrafrique qui est un modèle pour le reste. Les Russes arrivent au Mali, mais ils sont présents dans d'autres pays. Ils sont présents au Soudan, ils sont présents en Libye aux côtés d'Haftar, où ils ont empêché les Turcs et les djihadistes syriens de s'emparer pour le compte des Américains de la totalité de la Libye. Ils sont présents, bien entendu, dans la côte de l'Afrique. Ils sont présents dans le golfe de Guinée, en Guinée équatoriale et au Congo-Brazzaville. Et enfin, ils sont présents également, c'est un dossier important dont on ne parle jamais, ils sont présents au Mozambique. Au Mozambique, on a trouvé des champs de gaz. On parle de 2 milliards d'euros par an. Et il y a un triangle qui s'est développé en conflit. Il y a d'une part 2 multinationales occidentales, le groupe français Total, le groupe américain ExxonMobil, qui ont leur propre, ceux-là, des véritables mercenaires, les Blackwater et compagnie. Il y a les gens de Daesh qui sont curieusement apparus dès qu'on a trouvé du gaz. Et enfin, il y a l'armée mozambicaine qui est appuyée par les paramilitaires russes et qui vise à garder l'indépendance du pays. Voilà donc ce qui se passe. Voilà pourquoi l'Union européenne, une fois de plus, elle porte les valises de Washington. Washington n'a pas voulu ou osé prendre directement ces sanctions. Et maintenant, l'Union européenne est en train de les développer. Annonçons, ajoutons qu'elle va le payer, parce que vous savez que si les Européens n'ont pas froid cet hiver, c'est grâce au gaz qui vient de Russie, qui chauffe les maisons et qui chauffe les centrales électriques, beaucoup d'Européens se chauffant à l'électricité. Mais évidemment, si on continue à sanctionner la Russie, Poutine va couper le robinet du gaz, il s'est déjà exprimé là-dessus, à propos du dossier de l'Ukraine. Il y a quelques jours, il y a eu un incident. Le directeur du grand journal atlantiste italien, La Repubblica, a grossièrement insulté Poutine et Prigozhin. Et Maria Zakharova, qui est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, lui a répondu en un seul mot. Elle lui a dit, camarade, chauffe-toi cet hiver avec ton papier. C'est cela ce qui va se passer. C'est cela qu'il faut comprendre. Maintenant, quelle portée sur le combat contre le terrorisme? Il n'y en a aucune. Il y a d'un côté une guerre au terrorisme qui est menée par les Occidentaux, qui est une comédie. Les Français, en 8 ans au Mali, ils ont eu 53 morts. Au Vietnam, en 1960-68, ils ont eu plus de 100 000 morts. Là, c'était une vraie guerre. La guerre du Sahel, c'est une comédie. Et à côté de ça,
il y a 3 présidents, Poutine depuis 20 ans en Syrie et au Caucase, Bachar el-Assad en Syrie et feu Idriss Déby dans toute l'Afrique. Eux, ils combattent le terrorisme pour annihiler le terrorisme. Qu'est-ce que ça va changer? Les Russes ne se retireront ni de Centrafrique ni du Mali. On peut prendre ce qu'on veut comme sanctions, mais gare aux contre-sanctions russes qui sont systématiques. Mais donc la guerre contre le terrorisme va continuer et les Russes vont achever de libérer le Mali, comme ils ont libéré la Centrafrique et comme ils empêchent le Mozambique de basculer dans l'orbite de Daesh. À vous. Alors, on va afficher le numéro également pour nos téléspectateurs. Comme vous le savez, c'est Appel sur le continent. Et vous avez parlé de la présence russe sur le continent africain. J'ai vu une carte, Carlos, tout à l'heure dans les vidéos, qui situait quand même les positions, notamment sur le continent africain et dans le monde, où on retrouve justement la présence russe. On a vu l'Ukraine, on a vu sur le continent le Mozambique, la RCA, le Mali, Madagascar, l'Algérie également, pour ne citer que ceux-là. En tout cas, c'est ce dont je me rappelle. Alors, Pasteur Paul Pondy, c'est juste pour poser la question, mais pourquoi l'UE s'inquiète de la présence? Merci à Carlos pour la carte. Merci infiniment. On peut donc voir Guinée-Bissau également, le Venezuela, de l'autre côté la Syrie, le Soudan, que j'avais oublié de citer, l'Angola aussi. Alors, pourquoi l'UE s'inquiète tant de la présence russe sur le continent africain? Déjà, je dois dire que c'est leur mode de fonctionnement. C'est-à-dire quand ils constatent que vous pouvez leur couper l'herbe sous les pieds, vous devez vous attendre à de telles réactions. C'est-à-dire que la Russie est là pour aider les Africains. Oui. Les Africains ont compris que c'est peut-être un partenaire sérieux. Et je dois dire même à la classe africaine, que ce soit comme on appelle souvent la société civile ou bien les corps d'armée même, les Russes n'ont pas peur de l'Union européenne. Oui. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que les menaces de l'Union européenne face à la Russie, c'est comme l'eau qu'on peut verser sur le dos de canard. Il y a du répondant en tout cas. Ils ont du répondant. Ouais, Luc Michel, vous savez ce qui... ne serait-ce que l'exemple du gaz. Oui, oui, mais vous savez ce qu'ils ont fait aux Américains l'autre jour? Oui. Mais ils ont démantelé tout un système. Après, ils ont rendu compte aux Américains que nous avons terminé. Les Russes n'ont pas peur des sanctions des Européens. Non, pas du tout. Ils sont pas un pays du précaré français. C'est pas ça. En tant qu'Africain, quelle différence y aurait-il ou y a-t-il entre la coopération avec l'Occident et celle d'avec la Russie? Est-ce que vous ressentez, est-ce qu'il y aurait une différence dans l'approche, dans les résultats? Oui, mais tout à fait. Les résultats sont différents. C'est-à-dire que l'approche de la coopération avec la Russie donne des garanties d'assurance pour la libération des pays africains. Oui. C'est-à-dire partout où la Russie est, les Africains... Regardez, les mêmes scénarios se produisent partout. Ils sont en train de menacer la junte au pouvoir au Mali. Pour dire que s'ils ne respectent pas les 3 mois qui restent pour organiser les élections, patati patata, les sanctions de la CEDEAO, c'est du n'importe quoi. Par contre, M. Bachir là-dedans, je peux vous poser la question, mais c'est vous qui posez les questions ce soir. Mais pourquoi la CEDEAO ne peut pas sanctionner ce qui se passe en Guinée? Où est Alpha Condé? Prenons cet exemple. Pourquoi la CEDEAO ne se presse pas à dire que M. Ouattara avait menti en disant je vais faire 2 mandats et il est en train de faire un mandat de trop? Il a changé la constitution. La CEDEAO ne s'occupe pas des problèmes qui sont véritablement questionnables par rapport à ce que l'Afrique a subi. Oui. Parce que nous invitons, c'est pour ça qu'Afrique Média est vraiment un média sûr pour la libération du continent. Les Africains, n'oubliez pas ce que vous vivez dans la souffrance. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on ne voit pas que ce soit les impérialistes, c'est-à-dire la France, se presser de dire que non, nous allons rétablir donc M. Gbagbo dans ses droits. Non, ça ne préoccupe personne. Et ici, nous sommes face à une même démarche. La Russie qui vient. Non, les Russes sont en train de faire leur travail. Qu'ils continuent d'abord qu'ils ont le soutien de tous les panafricanistes, les vrais. Donc, ça, c'est l'eau qu'ils versent sur le dos du canard, en termes simples. Merci, vraiment. Pasteur Pondy, de l'eau sur le dos du canard. Alors, on va donner la parole à nos téléspectateurs. Je vois
Une longue file d'attente. Delphin, Peter depuis l'Écosse. Alors, on commence par Delphin, c'est ce que me dit Yannick au standard aujourd'hui. Alors, Delphin, bonsoir, très cher ami. Bonsoir mon cher Bachir, je ne sais pas si vous me recevez parce que je n'ai pas de retour, Je vous reçois très bien. mais je vais considérer que je suis en ligne. Donc bonsoir mon cher Bachir, une fois de plus je te remercie de m'accueillir à la maison et je remercie aussi les équipes de la régie pour le travail continuel pour que nous puissions nous exprimer. Je n'oublie pas les téléspectatrices et les téléspectateurs et tes invités, Monsieur Pondy d'un côté et mon très très cher aîné Luc Michel, dont j'apprécie toujours l'exposé, disons ainsi. Je viens de l'écouter, je l'ai aussi écouté ce matin. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, et c'est totalement juste. Je vais simplement le compléter. En fait, le blabla démocrate, là, en fait, il est aussi adressé aux Européens qui suivent encore le blabla démocratique, notamment au travers de France Télévisions, RFI, France 24, Euronews. Monsieur Borrell et ses homologues essayent de donner l'illusion qu'ils ont encore du poids face à la Russie, que leur voix compte, qu'ils sont soudés, etc., etc. Mais au sein même des populations européennes, les Européens sérieux savent que ça ne sert à rien de menacer de telle sorte la Russie. Donc, c'est surtout aussi pour essayer d'effrayer les Africains qui pourraient être tentés, qui pourraient être encore impressionnés par la force européenne, mais ce n'est pas le cas. Donc, continuons sereinement la coopération qui est déjà mise en place entre donc Bamako, l'Algérie, l'Iran, la Russie, la Chine. Continuons d'avancer sereinement, mais gardons un œil évidemment sur les diverses tentatives qui ne manqueront pas d'être dirigées contre nous. Et je sortirai sur un détail important qu'a évoqué M. Luc Michel. Effectivement, il y a une frange au milieu des Européens qui veut collaborer véritablement avec la Russie. Et sur le long terme, en fait, la position européenne deviendra déterminante à partir du moment où ces Européens voudront collaborer avec l'axe Beijing-Moscou. Pour donner deux exemples, je citerai l'ancien chancelier Gerhard Schröder, qui travaille déjà avec une entreprise russe, pour ne pas la citer, je crois que c'est Rosatom ou Gazprom, mais je crois que c'est Gazprom. Et l'autre européen qui n'est pas des moindres, c'est l'ancien Premier ministre, Monsieur Raffarin, qui collabore déjà, notamment au Sénat français, avec la Chine. Donc, au-delà, les mouvements d'humeur du moment au sein du clan, soi-disant, démocrate, ne devraient plus impressionner les panafricains convaincus, sinon des nègres de maison, comme les petits qui gouvernaient d'un côté la Côte d'Ivoire ou le Niger. Donc, pour ne pas monopoliser le micro, je vais m'arrêter ici. Afrique Média, le monde c'est nous. Au Burundi, et nous restons au téléphone. J'imagine donc qu'on peut déjà prendre Peter. Allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bachi. Merci beaucoup, Call Center. Je vais donner mon petit point de vue sur la thématique d'aujourd'hui. Je veux saluer également tous vos invités, y compris Monsieur Luc Michel qui a beaucoup parlé.
Monsieur Bachir, il y a quelque chose qui me fait très rigoler, c'est que l'Union européenne prend des sanctions contre quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, c'est vraiment délirant, comme on dit dans le français. C'est non-sens. C'est-à-dire, ils sont dans une situation où, comme on dit ça, ils sont avoués vaincus, mais comme ils ont le ego en tant qu'Européens et puissance financière, ils se disent que en faisant comme ça, ils vont mettre le Russie à genoux. Mais quelque part, eux-mêmes sont en train de se mettre le code sur le cou. Parce que, quoi qu'il en soit, si le Russie se fâche, parce que l'hiver est très, très, très rude ici, je vous parle en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est très rude, y compris en Europe du Nord. Donc, la consommation de gaz est très élevée. Ça veut dire que bientôt, les gens vont avoir des factures qui vont faire très mal au portefeuille. Vous comprenez? Donc, Poutine rit, il s'assoit, c'est comme s'il cause avec Lavrov et puis l'autre Sergueï, ministre de la Défense, et en disant les Européens s'embrouillent. Pour moi, c'est non-sens. Cette soi-disant sanction, c'est peut-être pour se gonfler l'épaule, pour montrer qu'il peut prendre des décisions géopolitiques ou géostratégiques. Wagner, c'est qui Wagner? Wagner n'existe pas. Donc, l'Union européenne s'adresse dans le vide. Leur seul problème, c'est que le plan qu'ils avaient fait, comme ils avaient voulu faire en Syrie, est en train d'échouer en Afrique occidentale, qui était le chasse gardée, parce que la France est partie pleurer auprès de l'Allemagne, auprès des États-Unis, pour dire que le grand frère Russie est en train de prendre ses territoires. Il faut faire quelque chose dans le pacte de le pacte de Potsdam, conférence de Potsdam et conférence de Téhéran, où on avait fait le partage du gâteau. Aujourd'hui, le gâteau de l'Afrique, le chocolat, là, le gros gâteau au chocolat de Côte d'Ivoire, de Ghana, de tout ça, est en train de fondre dans le main pour devenir du blé et de la vodka. Vous comprenez, je vais ironiser comme ça pour dire. Donc, c'est une crainte. Mais je pense, moi, c'est mon avis personnel, ça va aller nulle part. Non seulement ça, mais en plus, c'est que l'Union européenne va se retrouver en position de faiblesse vis-à-vis de la Russie, qui s'est alliée avec d'autres partenaires comme Vladimir Michel, l'Iran et la Chine, qui sont en train de faire un trop grand travail économique en Afrique. Donc, ça veut dire que le résultat, l'Europe va sortir perdante. Et tel que je connais l'Allemagne dans sa façon de travailler avec la France, même qu'on dit c'est le couple, mais en réalité, l'Allemagne sait sa place aussi en Afrique. Donc, franchement, je vois que la France va sortir perdante dans les territoires qu'elle avait auparavant, et le Centrafrique, bientôt, va être totalement, comme on dit, indépendante, comme on le dit dans le bon français, et aussi, cette histoire de Barkhane, de Sangaris, de G5 Sahel là, va disparaître à partir de 2022 parce que les gens vont passer à l'offensive et ça, ce sont les informations que j'ai reçues. Donc, l'Union européenne s'inquiète, elle veut interagir avec ces sanctions pour soi-disant affaiblir la Russie, mais c'est peine perdue, encore je répète comme ça, parce que bientôt, très bientôt, on va passer à une autre page et puis le monnaie facile, comme on le dit là, va disparaître de portefeuille des Africains francophones. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Très cher Peter pour la contribution et pour les informations, pourquoi pas. Nous espérons vivre jusqu'à 2022 pour justement voir ces différentes forces occidentales quitter le territoire. Et nous restons au téléphone. Yannick, quelqu'un d'autre nous appelle. Allô, bonjour. Bonsoir. D'accord, on revient vers le plateau. Luc Michel, alors je voudrais bien, Luc, si vous le voulez bien, nous décrypter la carte que nous avons vue tout à l'heure, celle qui nous situe sur la présence russe sur le globe. On les a vus quand même, comme je le disais tout à l'heure, en Ukraine, au Venezuela et puis dans beaucoup de pays africains. Carlos, vous nous retrouvez la carte, le temps que Luc Michel nous renseigne là-dessus. Tout d'abord, la carte, c'est une carte qui a été publiée par Jeune Afrique, le moniteur du Quai d'Orsay de la France-Afrique. Elle remontre, en fait, quand on l'a de rééquipe,
le média mensonge que constitue le groupe Wagner. Tout d'abord, on mélange des États comme l'Angola, par exemple, le Zimbabwe ou la Guinée équatoriale qui ont des accords avec l'État russe. Par exemple, en 2015, on Obiangema Masongo, qui était un précurseur, eh bien, il a fait des accords militaires avec la marine de guerre russe qui ouvre les ports de la Guinée équatoriale à la marine russe. Ça a changé la donne géopolitique dans le golfe de Guinée. Il n'est pas dans ces États de groupe Wagner, il y a l'État russe. Il y a ensuite une série d'États africains, par exemple la Centrafrique, où ce sont les firmes paramilitaires, mais pas le groupe Wagner. Je voulais expliquer officiellement en Centrafrique, c'est le Sewa Security. Chaque fois que les Occidentaux, dont Jeune Afrique, publient des photos des paramilitaires russes, on voit sur leur épaule les insignes en 3 couleurs, les 3 S en forme d'étoile du groupe Sewa Security. Enfin, on a voulu donner à cette image, en proclamant, on appelle ça faire de la soupe. On a donné à cette soupe sur le groupe Wagner une dimension mondiale. Vous voyez 2 États, c'est le Venezuela et Madagascar. Mais là, ce n'est pas la Russie qui est présente, mais son allié, l'Iran. L'Iran est lié maintenant militairement avec des accords avec la Russie et elle a des accords étroits d'État à État. La marine iranienne, par exemple, était il y a quelques semaines par son commandant en chef, l'amiral Kandasi. Il était présent à Saint-Pétersbourg, invité d'honneur aux 325 ans de la marine de guerre russe qui a été fondée par Pierre le Grand au XVIIIe siècle. Les Iraniens, c'est eux qui ont inventé la guerre hybride, pas les Russes en 2013 qui l'ont réinventé avec un général russe qui s'appelle le général Gerasimov, qui l'a théorisé avant qu'elle ne soit appliquée, mais les Iraniens, dès 2006, ont créé la guerre hybride avec leur allié libanais, le Hezbollah, contre Israël. Aujourd'hui, le Hezbollah a essaimé un peu partout. Il y a un Hezbollah irakien qui s'appelle les Hatch al-Shalabi. Il y a un Hezbollah yéménite qui s'appelle Ansarallah. Il y a les comités de défense populaire syriens. Il y a les comités politiques du Bahreïn, etc., etc. Mais aujourd'hui, l'Iran a une dimension géopolitique. Elle est liée au Venezuela dans un axe qu'on appelle l'axe Caracas-Téhéran-Dakar, parce que le 3e volet de cet axe pour contrer les sanctions occidentales, c'est le Sénégal. Quel est cet axe, justement, entre le Venezuela et l'Iran? C'est que le Hezbollah libanais a été envoyé par les Iraniens au Venezuela. Il a déployé son service de sécurité non étatique, je le rappelle, mais qui est un des meilleurs au monde. Et le Hezbollah encadre les milices Chavez. Madagascar, là, il n'y a pas de groupe paramilitaire, il n'y a pas d'acteurs non étatiques. Il y a l'Iran qui est déployé. En juillet, l'Iran a conclu des accords avec Rajolina. La marine de guerre iranienne, comme la marine russe dans le golfe de Guinée, elle a l'usage de tous les ports de Madagascar face justement au Mozambique, où là, les Russes sont déployés. Ça a fait hurler les Français. Ils ont tenté un coup d'État avec un assassinat de Rajolina, celui-là fait par d'authentiques mercenaires et barbouzes françaises. Quand on parle des mercenaires du groupe Wagner, on n'a pas un signe égal à mettre. Les Français ont des barbouzes, des gens comme Guignolo, ou des gens comme ceux arrêtés au Madagascar qu'on va bientôt juger. Je crois d'ailleurs qu'on les juge depuis quelques jours. Ce sont des voyous. Les Américains, ils ont Blackwaters, le groupe 10, MPRI, etc., dirigés par d'anciens généraux de l'armée américaine et de l'armée britannique. Ce sont des voyous. Il y a eu un rapport aux États-Unis l'année passée qui révélait que les firmes de mercenaires américaines et anglo-saxonnes avaient accumulé plus de 20 milliards de bénéfices au cours des 30 dernières années. À la fin de la guerre froide, les Américains ont voulu, comme ils l'appellent, privatiser la guerre. Ils ont donc créé, à partir d'anciens soldats et d'anciens généraux, toutes ces firmes de mercenaires qui font du business.
Ils ont combattu dans l'ex-Yougoslavie contre la Serbie et la Yougoslavie. Ils ont combattu, bien entendu, un peu partout en Afrique. Et ils ont combattu en Irak et en Afghanistan. Ils ont fait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sans aucune limite. Et officiellement, les deux fondateurs de Blackwater, c'est un certain Tony Carlucci. Il a été ministre de George Bush II. Il est mort aujourd'hui. Et le théoricien, il s'appelle Eric Prince. Il est toujours en action. Il a été conseiller privé au renseignement d'Obama. Et aujourd'hui, c'est un des conseillers occultes de Joe Biden et de Kamala Harris. Voilà donc la vérité de ce soi-disant déploiement mondial. Il faudrait mettre à côté sur cette carte le déploiement des groupes de mercenaires européens et les pays dans lesquels ils ont tenté des coups d'État et tenté de renverser, bien entendu, des chefs d'État. Ils en ont assassiné 52, rappelons-le, depuis le début des années 60. Les Français, bien entendu, ils avaient bombe de Dar. Ça suffit tout. Tous les Africains savent qui est bombe de Dar. Mais aujourd'hui, ils ont le général Bozizé. Quelle est l'activité des groupes paramilitaires occidentaux, des groupes de mercenaires? Bozizé, c'est devenu l'intermédiaire du Quai d'Orsay et de l'armée française avec les groupes de mercenaires tchadiens et soudanais qui sont des mercenaires des deux armées. Et actuellement, Bozizé, il intervient contre Touadéra en Centrafrique. Il intervient contre Yaoundé à la frontière avec le Front de libération du Cameroun. Et il intervient contre la Guinée équatoriale. Il rassemble des groupes de mercenaires dans les frontières du Gabon avec l'aide de l'armée française pour préparer un coup d'État militaire, un de plus, le 6e, contre la Guinée équatoriale en 2023. Ajoutons que son adjoint, c'est un général à la retraite de l'armée française, dirigeant une firme de sécurité. Il a été identifié par les services équato-guinéens. Il est encore trop tôt pour le désigner nominalement, mais qu'il sache qu'il est repéré et identifié. Sur la photo que vous affichez, vous voyez Vladimir Poutine et à côté de lui, Eugénie Prigozhin, qui est un ami, un allié de Vladimir Poutine dans le domaine des médias, mais pas du tout dans le domaine des firmes paramilitaires. Pour ce décryptage qui nous permet de savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus sur la fameuse ou le fameux groupe Wagner. Pasteur Paul Ponty, aujourd'hui, quelle devrait être l'attitude des Africains vis-à-vis de l'UE, notamment qui prend des sanctions quand même contre ceux qui viennent avec des meilleures intentions, comme vous le disiez en début de cette émission? L'attitude des Africains, c'est la prise de conscience réelle. Il faut une prise de conscience réelle comme premier élément. C'est-à-dire que, vous voyez un peu ce qui s'est passé l'autre jour. L'Algérie a durci le ton, un tout petit peu. La France est partie demander pardon. Et ça, nous pouvons être contents. Donc, il faudrait que les 14 pays du précaré français, que nous sommes en train de débattre là maintenant, le Mali fait partie, la Centrafrique fait partie, le Niger fait partie, ceux qui sont riches par la volonté du Créateur, et cette richesse, au lieu de leur porter maintenant des fruits dignes de faire vivre tous les enfants de ces nations, c'est le contraire qui est vécu en Afrique. Non, il faudrait que cela s'arrête. C'est pour ça que tu as dit, au début de cette émission, la récréation est terminée. Et pour que la récréation termine, donc véritablement, il faut cette prise de conscience réelle. Ne plus trembler devant le blanc. Parlons en termes simples. Le blanc n'est pas Dieu. Nous allons crier ça comment pour que vous compreniez. Le blanc n'est qu'une créature comme vous. Donc, cessez de trembler devant les blancs. C'est une attitude qu'on ne comprend pas. Il y a un complexe démesuré. Quand quelqu'un est face à un blanc, il pense qu'il a affaire à un être supérieur. Non, ça c'est du n'importe quoi. C'est des créatures que nous respectons, qui sont nos frères. Moi, je les appelle comme ça. Mais je vais vous conter peut-être une anecdote qui rassure ce que je dis. Je chemine avec un Français. Je suis à l'extrême nord et effectivement à Koussiré, là où il y a des autres ces temps-ci. Il est venu faire quoi au Cameroun? Il est venu prendre un jeune nordiste camerounais pour en faire un laquais chez lui à Paris, en France. Oui, il habitait à Lyon, d'après ce qu'il m'avait dit. Bon, je me rapproche de cette famille pour leur dire, prenez toutes les garanties, vraiment, moi je ne suis pas sûr de ces gens-ci. Chemin faisant de Koussiré pour retrouver Marois,
parce que moi j'allais à Moura, je continuais ma mission, j'allais visiter des lieux que je visite tout le temps. Les Tokombéré, les Makalingaï, c'est des lieux que je connais. Donc, chemin faisant, il commence à me pistonner, à se renseigner sur mon identité véritable. Je suis de quel coin du Cameroun? Donc, il prend le temps d'étudier véritablement toutes les populations dans une contrée, dans une nation comme le Cameroun. Quand je lui révèle, moi je prenais ça normalement, mon identité, il dit non, vous êtes très sage. Il s'est séparé de moi. Il a fui. Donc, c'est pas des hommes sincères. C'est pas des hommes sincères. Et non, c'est vraiment, je ne sais pas ce que ce jeune Africain est devenu dans sa maison. Soit il est devenu la femme d'un chien, ou bien parce qu'ils font du n'importe quoi. Donc, faisons très attention. La richesse que nous avons n'est pas une malédiction pour nous. La richesse que nous avons doit nous procurer les jours meilleurs pour notre vie au quotidien. Et c'est le Dieu incréé qui a voulu que l'Afrique soit riche. Bon, maintenant, les autres dons, nous devons être des partenaires. Comme disent ceux-là, les Chinois, gagnant-gagnant. Nous devons faire le gagnant-gagnant. Donc, nous ne sommes même pas contre ça. Mais vous voyez un peu le dessin que cette communauté européenne est en train de faire là. C'est-à-dire intimider les Africains, leur faire comprendre qu'ils peuvent menacer les Russes. Et non, c'est pas possible. Et qui cessent de croire que la Russie peut les aider pour la libération de leur continent. Non, la Russie a toujours monté une phase, depuis même les indépendances, quand vous lisez l'histoire d'un pays comme le Cameroun, ils ont été toujours sincères dans leur démarche. Contrairement aux Français qui viennent pour tuer, égorger et regarder le bordel en Côte d'Ivoire maintenant. Ah, moi, je ne sais pas, mon frère Bachir là-dedans. Les Africains ont tendance à oublier, parce que les 3000 Ivoiriens qu'on accusait Gbagbo Laurent, maintenant qu'il a quitté, moi, j'ai dit sur ce plateau que c'est la force Licorne qui avait bombardé. Et vous avez vu récemment Laurent Gbagbo dire ses vérités. Il dit que il ne savait pas que la France pouvait aller jusque-là, jusqu'à ce niveau-là. Donc, non, cessons donc de croire que la France ne peut pas aller jusque-là. La France peut aller n'importe où. Ils n'ont pas pitié des Africains. C'est des imposteurs, c'est des tueurs, c'est des gens qui n'ont pas de limites quand il faut détruire pour avoir ce qu'ils recherchent. Cessons d'être naïfs, nous les Africains. Merci, ah oui, c'est ça, cessons d'être naïfs. Luc Michel, je reviens à vous pour ces sanctions. Alors, est-ce que les sanctions aujourd'hui prises, alors, vous l'avez dit hein, contre Wagner n'existe pas, ça peut se comprendre, mais la Russie, elle existe. Est-ce que les sanctions prises à l'encontre de Moscou pourraient la fragiliser? Écoutez, ça a porté des coups à l'économie. Mais les Russes, vous savez, ce sont des gens qui ne se laissent pas faire. Les armées d'Adolf Hitler sont arrivées à 17 kilomètres de Moscou, mais elles ont été arrêtées et battues par le maréchal Zhukov, qui était un jeune général à l'époque. Il faut savoir que les Russes ont mis un train de contre-sanctions. Et dans certains domaines, par exemple, l'Union européenne empêchait l'exportation des pommes et des poires françaises et belges vers la Russie. Eh bien, les Russes ont planté des vergers. Ils ont fait leur industrie alimentaire et les gens qui ont été ruinés, ce sont les producteurs de fruits belges qui ne s'en sont pas encore remis. Même chose dans le domaine du gaz. Donc, si l'Union européenne continue, il va faire très froid dans les chaumières européennes cet hiver. La Russie a d'autres possibilités, notamment l'exportation. La Chine est prête à absorber la totalité de la production européenne et les Européens vont se retrouver sans rien. Les sanctions économiques, elles sont valables dans certains cas contre l'Iran ou contre la Libye, mais pas contre une superpuissance contre la Russie. Et dans chaque cas, il y a des contre-sanctions russes qui sont immédiates. On va voir celles qui vont être prises ici contre le groupe Wagner. Il y a des législations qui sont adoptées contre les ONG. Par exemple, les ONG américaines de George Soros, qui ne peuvent plus financer les ONG russes qui sont qualifiées d'agents de l'ennemi. Les Chinois font la même chose. Donc, les Russes, ça ne les empêche pas de dormir. Ça ne leur fait pas beaucoup de problèmes. Et ils sont équipés aujourd'hui pour les combattre exactement comme les Iraniens. Je vous expliquer que le but des Américains et des Européens, c'était de mettre à genoux l'Iran. Ils n'y ont pas réussi. Ils ont construit un corridor économique
donc Caracas, Téhéran, Dakar, qui sert justement à vendre le gaz et le pétrole en contournant les sanctions. Tout ce que les Occidentaux arrivent actuellement, c'est que le marché du gaz et du pétrole, il est en train de s'organiser contre les Américains. Il y a l'OPEP aujourd'hui, l'ancienne OPEP de 1910, auquel les Russes aujourd'hui sont alliés. Il y a l'OPEP du gaz avec l'Algérie, l'Iran, la Guinée équatoriale qui organisait son sommet en juillet 2019, et l'Algérie précisément, et le Sénégal. Quel est le but de l'OPEP du gaz? C'est de reprendre le contrôle aux Américains qui l'ont pris le contrôle en septembre 2015 grâce au gaz de schiste, de reprendre le contrôle du marché du gaz et dans un deuxième temps du marché du pétrole. Ce jour-là, on va pratiquer ce qu'on appelle la dédollarisation des hydrocarbures. Depuis 40 ans, les hydrocarbures sont vendus en dollars et les Américains se sont accordés à un droit, celui d'appliquer leur législation nationale sur tous les échanges en dollars, d'appliquer des sanctions, d'appliquer des amendes, d'appliquer des interdictions. Lorsque le marché des hydrocarbures sera dédollarisé, les Américains verront le recul mondial. Elles arrivent quand même au même moment où, et là je parle de l'Afrique, la CEDEAO a également promis, engagé des sanctions additionnelles contre certains pays où opèrent les Russes, notamment le Mali. Est-ce une coïncidence? Non, pas du tout. Vous savez que la CEDEAO, je l'explique souvent, n'a aucune autonomie géopolitique. C'est un exemple de ce que j'appelle, comme l'Union africaine aujourd'hui, la cinquième colonne, c'est-à-dire les collaborateurs des Occidentaux dans la colonisation de l'Afrique. Pour mémoire, la cinquième colonne, c'était en 1936. Il y a eu un coup d'État fasciste avec le général Franco et il avait envoyé 4 colonnes essayer de s'emparer de Madrid, la capitale. Il avait expliqué, nous avons une cinquième colonne à l'intérieur de Madrid, c'était les partisans fascistes de Franco. C'est ça la cinquième colonne. Qu'est-ce que c'est la CEDEAO aujourd'hui? C'est un espèce de syndicat des régimes africains sous domination occidentale. Il y a le Ghana. Le Ghana est lié par des accords militaires aux États-Unis. C'est le seul État avec le Maroc qui a un partenariat stratégique signé avec les États-Unis et avec la Bundeswehr de Mme Merkel qui a fait du Ghana la porte d'entrée de l'impérialisme allemand en Afrique. Il y a les partisans de la France comme Ouattara et le roi du Maroc. Il y a surtout les partisans du monde anglo-saxon, Londres et Washington, qui veulent s'emparer de la CEDEAO et enlever son contrôle aux Français. Leur principal agent, c'est Bouhari, bien entendu. Tous ces gens agissent pour Washington, pour Paris, pour Londres, pour Berlin. Et ce n'est pas un hasard si quasiment le même jour, c'est la sanction de la CEDEAO contre le Mali et la sanction contre les paramilitaires russes, principaux alliés de la Centrafrique et du Mali. Ils n'arriveront à rien là-dedans. Les paramilitaires russes ont démontré leur efficacité au Mali. Vous savez, s'ils n'avaient pas été là, Bozizé devait s'installer au Palais de la Renaissance en janvier 2021. L'aviation russe venue de Khartoum, c'est pas les paramilitaires, c'est l'État russe qui possède une base militaire sur l'aéroport de Khartoum. Eh bien, venus de Khartoum, ils ont vitrifié au sol les gens de Bozizé et les paramilitaires ont encadré les FACA pour reprendre le territoire national. 85% est aux mains de Touadéra et toutes les préfectures du pays. En 26 semaines. En 26 semaines maintenant, la date n'est pas choisie au hasard, c'est le parallèle avec la Centrafrique. Les paramilitaires russes se font fort de reprendre Gao et Kidal et de rétablir la souveraineté du territoire national sur la totalité de celui-ci. C'est pour ça, évidemment, qu'on panique à Washington, à Paris et à Berlin. Donc, panique à Washington et à Berlin. Pasteur Paul Pondy, peut-être quelque chose à rajouter, je vous vois. Oui, c'est-à-dire que ce que M. Michel dit là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la protection de la Centrafrique, ça n'a jamais été... C'est-à-dire que les Africains, un homme comme le président Touadéra, il prend soin
de ménager quand même certains dossiers. Il ne peut pas aller prendre des mercenaires pour... Non, il a traité avec l'État russe. Oui. Dans les normes des choses. Donc, quand ils veulent nous raconter tout... Bref, j'ai constaté que le diable, parce qu'il s'agit de ça, c'est-à-dire il n'a jamais changé de stratégie. L'arme fatale pour lui reste toujours le mensonge. Parce que quand même il faut attaquer, il utilise le mensonge pour atteindre ses cibles. Non, c'est pas bon. L'Afrique est maintenant consciente. Si on veut traiter avec les Russes, on traite avec le gouvernement russe. Les accords sont... C'est ce que nous demandons même. C'est-à-dire, quand tu vois les Africains, ils en ont ras-le-bol. Ils veulent renégocier tous les accords des indépendances qui sont des nuls et de non-avenus pour le continent. Ça ne profite qu'aux impérialistes, aux colons. Ça ne profite pas aux Africains. Regardez les 14 pays du précaré français, aucun n'est développé. Aucun. Tous les Africains la souffrent. Mais pourtant, ils regorgent des richesses qu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes dénombrer. Sur tous les plans. Prenez l'exemple, je vous donne un exemple encore pour terminer. Ici, là, nous sommes... La Guinée regorge 2 milliards... Ça, c'était en 59. Regorgeait 2 milliards de tonnes de réserves en matière de fer. Mais c'est pas possible. Et ce sont ces richesses qu'eux, ils prennent le temps soit d'étudier et de dire, nous mettons main dessus. Hein, et puis, les Africains ne profiteront rien de ce qu'ils ont comme richesse. Et ils trouvent donc des subterfuges, des choses autres que la vérité pour présenter les sanctions de ceci, pour intimider. Non, il faudrait que les Africains cessent d'être peureux. L'exemple de l'Algérie nous démontre à suffire, s'il fallait encore voir qu'on peut se libérer du joug des colons. On peut se libérer et c'est faisable, prenons conscience et puis faisons ce qu'il y a lieu de faire. Récemment, il y a eu du n'importe quoi en France, M. Bachir là-dedans. Du n'importe quoi, où un chef d'État, regardez, quand vous dites, il faut le dire, il faut le dénoncer, où un chef d'État regroupe des gens qui ne sont pas mandatés par leur pays. Et quand il prend son discours, il dit, maintenant vous avez la légitimité. J'étais sur ce plateau avec un certain Sipak qui a pris le temps, il a récolté, il a recensé tous les noms de ceux-là qui ont tenu à assister à cette réunion avec ce Macron-là. Donc, il faudrait que cela s'arrête. Vous n'êtes pas mandaté et il vous dit que maintenant vous avez la légitimité de représenter vos... On parle de quoi donc souvent en Afrique? Quand les gens se comportent encore de la sorte. On voyait un certain Mbembe qui a des doctorats, qui jouait le petit pantin là, on lui dit comment s'asseoir, ne bouge pas n'importe quoi, tu es devant Macron, et bon, on donne la parole comme ça, et l'autre va parler comme ça, parler du... Non, tout était dessiné avant comme si c'était une scène de théâtre, et même pas comme, c'était une scène de théâtre qu'on vivait, en mondovision. Et après, on nous fait croire que ils veulent le bonheur de l'Afrique. Mais cessons d'être naïfs, comme je venais de le dire. C'est de la naïveté. Et tu vois les Africains qui sont là, ils rient. Au lieu de pleurer, il faudrait que cela s'arrête. Très bien. Voilà donc, voilà des choses que nous devons dénoncer avec fermeté et demander à la classe intelligentielle de tout le continent de nous aider. Nous ne voulons pas les docteurs en doctorat comme ce Mbembe-là. Et vous savez pourquoi on l'a choisi? Parce que le Cameroun a des panafricanistes dignes de renom, maintenant, et le média panafricain est où? Au Cameroun. On choisit donc quelqu'un comme ça pour contrer ce que nous sommes en train de faire. Merci, Pasteur Condé. Non, c'est pas Eh bien, possible. Luc Michel, peut-être une dernière ou avant-dernière question. Les sanctions de l'UE, est-ce qu'elles pourraient impacter, est-ce qu'elles pourraient avoir des conséquences, notamment dans la lutte contre l'insécurité dans le monde, au vu de l'engagement quand même de la Russie sur ce point? Vous avez cité plusieurs pays où l'on note la présence russe, et je voudrais insister quand même sur le Sahel et la République centrafricaine. Le chantage est fait par la France et l'Allemagne. Ils disent, écoutez, nous allons ne plus vous envoyer de capitaux et vous aider à combattre le terrorisme. Mais les terroristes ont été implantés par les Français, les Allemands et les Américains à la suite de la guerre de Libye. Qu'est-ce qu'on a fait au Mali et en Centrafrique? On a appliqué des scénarios à la libyenne. Donc, en 8 ans, tout cet argent, soi-disant, qui aide à combattre le terrorisme, il ne sert à rien
puisqu'on a même au contraire au Mali remis plus de la moitié du territoire national aux gens de l'Azawad, c'est-à-dire à des djihadistes. Le colonel Assimi Goïta l'a rappelé dans une grande émission radiophonique il y a quelques semaines, et le ministre Choguel Maïga à la tribune des Nations Unies. Mais les sanctions seraient très efficaces si évidemment les Africains étaient tout seuls. Mais les Européens, je le répète souvent, ils ont une guerre de retard. Ils mènent la guerre comme avant 2015 et ils mènent la guerre classique, militaire, économique et médiatique. Mais ils ne savent pas quoi répondre à la guerre hybride des Russes et des Iraniens. Aujourd'hui, le bloc de l'Est est en Afrique et il apporte de l'oxygène géopolitique et militaire aux Africains. Pourquoi est-ce que les sanctions contre le Mali, celles de la CEDEAO et celles de l'Union européenne n'auront pas d'effet? Parce qu'un axe géopolitique s'est constitué. C'est l'axe Alger, Bamako, Moscou. L'Algérie se tient derrière le Mali. La frontière avec l'Algérie empêchera d'enclaver économiquement le pays. Et plus fort encore, Alger a signalé que, quel que soit l'arrêt de l'aide militaire européenne, il était prêt à financer avec le Mali le financement de l'arrivée des paramilitaires russes, mais plus encore, il était prêt à financer une base militaire russe permanente au Mali. C'est cela que les Européens peuvent se démener. Ils ont, je le répète, une guerre de retard aujourd'hui qui est en train de l'emporter en Syrie, au Venezuela, au Proche-Orient ou en Afrique. C'est la guerre hybride russo-iranienne. On vient encore d'avoir un exemple. Vous savez que depuis l'année passée, depuis la destruction du port de Beyrouth, il y a une guerre des ports qui est menée pour essayer de substituer à Beyrouth et à l'attaquer en Syrie, Jaffa et Haïfa, et il y a une guerre pour s'emparer politiquement du Liban en renversant sa majorité et en chassant les alliés de la Syrie et de l'Iran. Eh bien, malgré les visites de Macron qui est allé donner des leçons jouées au proconsul à Beyrouth, ça n'a pas marché. Malgré l'assaut mené par Macron et les Américains contre le directeur de la Banque du Liban, c'est une affaire de bien mal acquis, une de plus, introduite contre lui, par les mêmes qui ont lancé l'affaire des biens mal acquis contre la Guinée équatoriale il y a 10 à 15 ans. Eh bien, malgré tout cela, le Hezbollah, acteur non étatique allié de l'Iran et acteur principal de la guerre hybride, justement, a vaincu les Américains et les Français. Ils ont bravé l'embargo, ils ont bravé le blocus du pays et ils ont importé du gasoil d'Irak et ils ont importé du pétrole d'Iran en permettant à la population de s'éclairer et de se chauffer. Je ne vous cache pas évidemment que la cote de popularité des Iraniens du Hezbollah est en hausse, mais la cote des Français et des Américains qui ont réduit à la misère la population iranienne, elle est en train d'être perdue, exactement comme au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso. Vous savez que le but de toutes les guerres coloniales, et ça sera ma chute, ça a été de gagner les esprits et les cœurs. C'est une tactique qui a été lancée en Algérie et au Cameroun en 1956. Le but de cette guerre qui devait gagner les esprits et les cœurs, il a été repris par les généraux du Pentagone qui sont des grands admirateurs des généraux français des guerres coloniales. Ça vous dit tout. Elle a été employée en Irak et en Afghanistan et ça a totalement échoué. Il y a 2 jours, justement, Jeune Afrique expliquait qu'il y avait une guerre médiatique à Bamako, les Français se payant sur grand écran des flashs vidéo pour saluer Barkhane, et ils expliquaient qu'ils faisaient la guerre contre les médias pro-russes. Mais ils expliquaient que le but de la guerre, c'était de gagner les esprits et les cœurs. Les esprits et les cœurs, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit dans le Donbass en Ukraine, que ce soit dans toute l'Afrique, que ce soit au Venezuela, ils sont perdus pour le camp occidental. Dans les prochaines éditions, Pasteur Pondy. Alors, nous ressortons de cette édition avec ce magnifique ouvrage que
vous nous présentez, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales. C'est un livre... c'est un livre du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Et c'est son 22e coup de canon. Voilà ce que les Africains, les vrais, savent faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas Feynman, il est celui-là qui est tout le temps en train de frapper l'intellect des Africains pour leur montrer qu'il y a mieux à faire. Donc nous allons donc faire la dédicace. Il va faire la dédicace de ce livre d'un moment à l'autre ici dans la ville de Douala. Le lieu, c'est normalement le Sawa. Bon, mais les dates ne sont pas... Je vais donner la date d'un moment à l'autre d'une manière fixe. En tout cas, donc, prochainement, on aura les dates. On aura les dates. Mais ici, vraiment, Bachir Lada, mon frère, c'est du nectar intellectuel. Ah oui, c'est du nectar. Je lis ce résumé... Non, c'est du nectar. Quand vous parcourez cet ouvrage, vous êtes rassasié de connaissances. Alors, publié donc le 25 août 2020. Tout à fait. Oui, et cet ouvrage n'est pas une réflexion de plus pour rendre hommage à l'égyptologue, l'historien, au philosophe, l'anthropologue, l'homme des sciences africain que l'on a apprécié ou même combattu, mais dont l'auréole traverse les époques et les continents, Cheikh Anta Diop. Donc, il s'agit ici pour Jean-Emmanuel Pondy de présenter l'homme Cheikh Anta Diop qui a pertinemment anticipé la direction de l'évolution du système international plus de 40 années avant les faits. Effectivement, j'allais dire le savant africain. Merci en tout cas, on aura l'occasion de discuter cet ouvrage. Merci, tout à fait. Merci Pasteur Paul Pondy et nous saluons le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Donc, et Luc Michel, merci à vous pour le temps consacré à cette édition, la régie, merci pour le travail abattu pour que cela se fasse. Dans quelques minutes, on va retrouver bien sûr en direct des studios de Linda Ndidi pour le grand journal africain. Bonne suite des programmes sur Afrique Média, la télévision panafricaine.